Bienvenue dans Entre cuisses et cerveau, saison 2. Tu crois connaître la sexualité et le développement personnel ? Ici, on déconstruit, on questionne et on parle cash. Le podcast qui bouscule les tabous et met sur la table ce que beaucoup préfèrent taire. Je suis Inès et à chaque épisode, je t'embarque dans des discussions vraies, sans filtre, pour explorer ce qui se joue entre l'intime et l'esprit. Alors si le podcast te plaît, fais-le savoir. Abonne-toi dès maintenant sur ta plateforme d'écoute préférée. Balance les 5 étoiles et rejoins-moi sur Instagram pour continuer à explorer ensemble. Hello! Dans cet épisode, on ouvre un espace de parole encore trop peu exploré, celui des douleurs chroniques et de la sexualité. Avec Anaëlle et Inès, on parle sans tabou de ce que la douleur vient bousculer dans le corps, le désir, l'intimité et la relation à soi et à l'autre. Un échange sincère, sensible et nécessaire pour remettre du lien, de la compréhension et surtout de la légitimité là où il y a souvent du silence. Aujourd'hui, je suis avec Anaëlle et Inès pour parler des douleurs chroniques. Hello Anaëlle, comment vas-tu ? Salut Inès, ça va très bien, merci. Inès, comment vas-tu ? Ça va très bien aussi. Alors Anaëlle, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qui tu es et ton histoire ? Ouais, alors moi je suis Anaëlle, je souffre de douleurs chroniques depuis plus d'une quinzaine d'années parce que c'est dû à un accident que j'ai eu quand j'étais au lycée. Je suis tombée du mur d'escalade en cours de PS et donc s'en est suivi des douleurs que j'ai encore aujourd'hui dans les pieds, dans le dos. Et aujourd'hui, j'ai aussi j'ai des douleurs neuropathiques dans les pieds et une endométriose pour compléter le tableau. Et aujourd'hui, j'en ai fait ma force en devenant du coup patiente partenaire. Donc, c'est-à-dire que j'utilise toute cette expérience de patiente dans la douleur chronique pour accompagner d'autres personnes qui souffrent aussi de douleurs chroniques, quelle que soit la forme. Ok, super, merci. Inès, présente-toi. Alors, moi, je pense que j'ai pas à me présenter. Parce que ceux qui ont les nouveaux arrivants de la saison 2. Ouais, alors ceux qui n'ont pas suivi la saison 1, moi, c'est Inès. Je suis la chérie de Inès, entre cuisses et cerveau. Donc, faut suivre. Et moi, je souffre d'une spondylarthrite ankylosante. Donc, c'est une maladie inflammatoire qui fait partie de la famille de la polyarthrite rhumatoïde. Et je souffre de ça depuis 2013, du coup, et un peu plus. Très bien. Anaëlle, tu nous as dit que tu souffrais surtout dans les pieds. Est-ce que c'est exclusivement dans les pieds ou est-ce que tu peux ressentir d'autres douleurs dans le corps ? Alors, j'ai principalement dans les pieds, c'est ce qui va m'handicaper le plus au quotidien. Mais après, comme je disais, j'ai une endométriose, donc ça, plus ponctuellement, ça va me faire des douleurs dans le bas-ventre, dans le bas du dos, et quelques douleurs au rapport sexuel parfois. Et puis, j'ai aussi des douleurs dans le dos qui sont plus épisodiques. Ça va être 3 semaines, mais peut-être 1 ou 2 fois par an maximum. Et puis j'ai des nouveaux symptômes de douleurs neuropathiques qui commencent à apparaître aussi sur le côté du corps, sur le flanc. C'est un peu... j'attends de voir ce que ça va donner parce que c'est en balbutiement, mais bon, je suis un peu en vigilance là-dessus aussi. Et ça, c'est récent. Ça vient d'apparaître. Ouais, ça vient d'apparaître. Ça vient d'apparaître. Ça fait 1 an que ça commence à me titiller un peu, où je sens qu'il y a un truc qui se passe. Et là, je comprends ce que c'est, parce que j'ai déjà vécu des douleurs neuropathiques, j'en ai dans le pied. Et en même temps, je comprends pas trop pourquoi ça apparaît maintenant. Clairement, ça reste des suites de mon accident. Ok. Parce que c'est un endroit de mon corps où, en fait, j'avais perdu la sensibilité de la peau. Et en fait, et maintenant, ça crée des douleurs neuro. Donc, à voir. Est-ce que tu peux définir neuropathique ? Donc, douleurs neuropathiques. Donc, les douleurs neuropathiques, c'est le fait qu'il y ait des nerfs qui soient abîmés et qui, du coup, entre les nerfs et le cerveau, le message est plus tout à fait... se fait plus tout à fait normalement. Et donc, en fait, ça peut advenir soit parce que les nerfs ont été abîmés lors d'une chirurgie, soit abîmés par des traitements. Ça arrive aux personnes qui ont eu des cancers, parce que la chimio, ça peut générer ce genre d'effet secondaire. Et en fait, les douleurs de nerfs, c'est très, très caractéristique
il y a toujours un questionnaire que les médecins nous font passer pour vérifier si c'en est. Et donc, on va retrouver comme symptômes des sensations de fourmillement, des chocs électriques. euh, et en fait, c'est des douleurs comme ça qui ont aucune logique parce que c'est pas du tout lié à l'activité, c'est pas du tout lié à. C'est juste en fait, tout d'un coup, je sais pas, le nerf il va se mettre à déconner et il va envoyer des signaux tronqués en fait au cerveau. Et donc c'est très envahissant comme douleur. Je pensais connaître déjà un bon bout de la douleur avant et quand les douleurs neuropathiques ont commencé pour moi en 2020. J'ai compris qu'en fait, j'avais encore beaucoup à explorer sur la douleur, beaucoup à connaître. Euh, mais voilà, et puis c'est des douleurs qui sont très difficiles à traiter. Euh, on est sur des traitements très lourds parce que souvent on utilise des antidépresseurs ou des médicaments pour les... comment on appelle ça je vais pas trouver le mot. Mince. Antiépileptiques. Ah oui. Antidépresseurs et antiépileptiques parce qu'il n'y a que ça en fait qui peut venir calmer le système nerveux. Un Doliprane n'aura aucun effet sur des douleurs neuropathiques en fait. D'accord. Ok. Voilà. Merci pour l'explication. Inès, toi, où est-ce que tu ressens le plus la douleur dans ton corps? Est-ce qu'elle s'est déplacée depuis le début de ta maladie? Ben oui, en fait, elle s'est déplacée quand j'ai eu les premiers symptômes. C'était au niveau de la nuque, j'avais beaucoup de torticolis. Ensuite, c'est descendu petit à petit dans le bassin et plus particulièrement dans la fesse droite, dans la sacro-iliaque, si on peut parler en termes un peu plus anatomiques. Et en fait, c'est vraiment, vraiment des douleurs qui sont toujours dans le bas du dos. J'ai l'impression d'avoir une ceinture avec des pics dans le bas du dos tout le temps, tout le temps. Et d'être toujours un peu rouillée, mais après, la plupart de mes articulations me font mal aussi. Parce qu'en fait, vu que je compense la douleur en changeant de position, en adaptant ma position, en fait, ça me crée d'autres douleurs ailleurs. Parce que je vais m'asseoir autrement, enfin, voilà, je vais compenser la douleur, mais ça en crée d'autres derrière. Donc, ouais, c'est principalement le bas du dos, mais en fait, toutes les articulations sont un peu touchées, quoi. Ok. Ça va être une question pour vous deux. Quand les douleurs chroniques sont apparues, est-ce que ça a impacté votre confiance en vous et votre regard sur votre corps et sur vous-même? Moi, c'était ce qui est assez particulier, c'est que moi, elles sont apparues suite à un accident. Donc déjà, l'accident lui-même a beaucoup entaché tout ça. Moi, ce que je retiens le plus aujourd'hui, c'est tout le séjour à l'hôpital, qui lui a beaucoup entaché le rapport que j'ai à mon corps, parce que tout d'un coup, on a un corps, j'avais 16 ans quand c'est arrivé, et tout d'un coup, mon corps, il a été mis, et c'est devenu un objet, en fait, un objet de soin. Et donc, en fait, il a été mis entre les mains de je sais pas combien de personnel de santé. T'as 16 ans et en fait, c'est des femmes de 40-50 ans qui te font ta toilette. Enfin, tout le principe d'intimité est complètement perdu, en un sens. On se détache aussi de ça, hein, parce que sinon c'est trop dur, quoi. Donc on accepte et puis on se détache. Sauf que je pense que quand ça arrive comme ça, à un âge où on se construit, ça laisse forcément un peu des marques. Et après, les douleurs, elles ont été conséquentes à ça. Donc, c'est dur pour moi de faire le distinguo entre les deux. Mais c'est sûr que quand tout ça est arrivé, ouais, ça a vachement entaché ma confiance en moi, ma confiance en mon corps surtout. Euh, et puis, ouais, la vision que j'avais de mon corps. Parce que tout d'un coup, c'était un corps à soigner, c'était un corps malade en un sens, cassé en tout cas, certainement. et, euh, et puis à 16 ans, je me retrouvais à marcher avec une canne, avec des béquilles, enfin, ce qu'on considère être le lot des vieilles dames, quoi. Ouais. Donc forcément, ouais, pas forcément évident de se construire là-dessus. Ton accident, il a été soudain, comme tous les accidents.
Est-ce que t'es passé à peu de choses d'être lourdement handicapé ou est-ce que c'est un petit accident Ouais, non, je suis passée à peu de choses d'être lourdement handicapée parce qu'en fait, je tombais du haut du mur d'escalade et en fait, je suis tombée sur un petit tapis qui a amorti une partie du choc. Il n'y aurait pas eu de tapis du tout, j'aurais été paralysée parce Ok. qu'en fait, j'ai des vertèbres qui ont été fracturées dans l'accident et en fait, il se trouve que la moelle épinière n'a pas été touchée, mais à pas grand-chose de plus. Ouais. Ces fractures auraient pu en fait venir abîmer la moelle épinière et dans ces cas-là, ça veut dire paralysie ou partielle ou voire pire quoi. Donc ouais, je suis pas passée loin d'un truc très grave. Ouais. Donc, même sans un truc très grave, pardon, tu gardes des séquelles toute ta vie qui sont quand même handicapantes au quotidien. Ouais, complètement, complètement. Et puis j'ai pas réalisé tout de suite que c'était ça. Oui. Parce qu'en fait, au début, on est dans l'action, on est dans la Ouais. rééducation, Faut on se dit que soigner. ça faut soigner, et puis on se dit que ça va passer, et puis on avance. Et puis en fait, ça s'installe, on s'habitue, mais on conscientise pas tout. Enfin, moi, j'ai pas tout de suite conscientisé que ce serait des séquelles à vie, quoi. Et là, maintenant, aujourd'hui, je l'ai conscientisé, et c'est ok, je vis avec, et c'est pas grave, Oui, tu t'en j'avance es avec. accommodé et tu as réussi à construire ta vie avec ça. Du coup. Ouais, ça a mis du temps, mais Ouais. et ça reste un work Oui. in progress, hein, mais mais ouais, j'essaye de faire avec maintenant. Et toi, Inès, du coup, quand les douleurs chroniques ont commencé à apparaître, est-ce que ça a entaché ta confiance en toi? Est-ce que je sais pas, tu t'es sentie te sortir un peu de ton corps, tu vois, plus être dans ton corps ou voir ton corps différemment? Ouais, parce qu'en fait, quand ça a paru, bah pareil, moi j'avais 15 ans, donc là où c'était le plus, tu vois, quand tu parles du fait d'adultes qui s'occupent de notre corps, en fait, moi je l'ai pas vécu comme ça, en première ligne, entre guillemets, parce que au final, on m'a pas soignée pour ça, mais j'ai eu des complications avec ma maladie. Et j'avais pendant 2 ou 3 mois des infirmiers qui venaient tous les jours me faire des soins à la maison. Et tu vois, là, genre, je viens d'avoir une réalisation avec ton parcours de me dire, bah oui, en fait, je pense que ça a joué dans ma confiance en mon corps. Quand t'as des adultes, moi, il y avait des hommes et des femmes qui s'occupent de toi. Et en plus, le problème que j'ai eu, c'était bah, aux fesses. Donc, en fait, c'était en bas du dos. Donc, on voyait, oui, voilà, ils voyaient mes parties intimes, entre guillemets. Bah, je pense que oui, ça a pas mal joué. Donc, déjà, je viens d'avoir une réalisation en entendant le podcast, déjà. Et de manière plus globale, pardon. Oui, bien sûr, ça m'a fait perdre confiance en moi parce que déjà, tu sais que tu es différente, tu sais que tu pas le même corps, tu sais que tu vas devoir dealer avec tes douleurs pour le restant de ta vie. Tu sais pas à quel degré tes douleurs elles vont être euh, pour le restant de ta vie. Tu sais pas si ça va s'empirer, si ça va s'améliorer. Des fois, tu as des phases de moins bien et de mieux, mais tu sais pas. Et du coup, je pense que ça a pas mal joué sur ma confiance en moi par rapport au fait où bah, j'avais l'impression d'être toujours différente, d'avoir un corps un peu cassé tout le temps. Et du coup, je me disais, mais moi, si je j'ai pas confiance en moi, que mon corps il est un peu abîmé, comment une autre personne, elle peut être attirée par moi et mon enveloppe et mon corps? Vraiment, ça a été des questions, je pense, qui m'ont pas mal percuté et qui m'ont vachement pris la tête, ouais. Donc toutes les 2, ça vous arrive enfin, toi, tu as eu ton accident à Naël, tu avais 16 ans. Ouais. Toi, Inès, tu eu le diagnostic, tu avais 15 ans. Donc vous étiez, en adolescence, c'était un peu le moment où, votre corps change, voilà, tu as tes règles, tu commences à avoir tes premiers amoureux et cetera. Comment vous aviez pas encore commencé votre sexualité? Ni l'une ni l'autre, Non, on est d'accord? non. Comment ça a été pour vous, les premières fois, les premiers bisous, les premiers amoureux? Est-ce que c'était, OK pour vous? Est-ce que c'était dur? Est-ce que vous vous sentiez différente des autres? Anaëlle? Euh, Moi, j'ai pas l'impression que les premiers, ça a été trop différent. Finalement, au contraire, c'est peut-être un peu ça qui m'a sorti de ma différence, où tout d'un coup, je vivais une histoire d'amour, je revenais dans le lot commun des gens. Euh,
je sais pas, j'ai vécu ma première histoire d'amour avec beaucoup de déterminisme. Je sais pas pourquoi, je saurais pas l'expliquer, mais c'est-à-dire que le jour où j'ai rencontré ce garçon, je m'étais dit: «Ce sera avec lui ma première fois». C'est genre, c'est décidé. Il avait pas le choix, le pauvre. Il était consentant, hein, OK, que tout ça le monde va. se rassure. Mais je sais pas, je l'ai senti, je sais pas, je me suis dit: «Tiens, c'est là que ça va se passer». Et du coup, j'ai pas souvenir dans les premières fois, les premiers baisers, les premières fois, enfin, j'ai pas souvenir d'être parasitée par mon accident, par mes douleurs ou quoi que ce soit. C'est un peu plus tard que c'est venu finalement, où en fait, je me suis rendu compte que les histoires qu'on suivit, j'avais un rapport à mon corps, à mes cicatrices surtout, un peu bizarre quoi. J'attendais presque avec impatience que le mec il tombe sur ma cicatrice pour faire genre tu vois, j'ai vécu. Je sais pas trop ce qu'il y avait derrière, mais en tout cas, ouais, il y avait un truc un peu chelou comme ça. J'essayais d'impressionner presque par rapport à ce qui m'était arrivé, d'en faire un truc un peu, alors que la réalité que je vivais, elle était pas aussi sexy que ça, hein, on va pas se mentir. Et puis je pense que les trois quarts des mecs en avaient mais strictement rien à foutre. Moi, je pensais que ça faisait un effet waouh de dingue et tout. Je pense qu'en fait, finalement, ça faisait toujours un peu genre ah oui, ok, très bien. Pour toi? Ouais, c'est pareil. Moi, je pense que ça, il n'y a pas eu trop de. J'ai pas souvenir que la maladie, elle ait impacté mes premières relations. OK. Je dirais même au contraire. Je pense que du coup, j'étais plus chouchoutée. Je pense que du coup, on prenait plus soin de moi parce qu'on savait. Après, pour le coup, j'ai vécu un truc un peu différent parce que bah, moi, j'ai pas de cicatrice. Enfin, j'ai une cicatrice suite à la complication que j'ai eue après. Mais en fait, j'ai pas eu ce rapport-là. Je pense que ça s'est dégradé en fait au fur et à mesure du temps. Ma confiance en moi et le regard que j'ai de mon corps, etc. par rapport aux autres relations. Parce que je pense que j'ai senti une lassitude dans les relations que j'ai eues après des gens parce que ah oui, bah oui, t'as encore mal au dos. Ah oui, ouais, oui, bah oui, t'es fatigué, quoi. Ah donc bah on pourra pas le faire ce soir parce que ah oui, bah t'es fatigué. Et en fait, ça m'a complètement, je pense, détruite au fur et à mesure, sans m'en rendre compte sur le moment, parce qu'il y a eu une période de ma vie où j'ai eu pas mal de partenaires dans un court laps de temps. Et du coup, je pense que j'ai eu ce moment-là aussi pour pas qu'il y ait ce genre de questions. Et ce genre pas de questions, mais de, de remarques. Donc oui, je pense que ça s'est dégradé en fait plus que Au fur et à mesure de tes qu'autre chose. relations. C'est ça, exactement. OK. Et comment vous avez fait pour en parler? Pas forcément lors de vos premières fois, mais lors de vos premiers rapports sexuels avec une personne ou une autre. Est-ce que vous l'avez dit tout de suite que vous étiez, que vous aviez eu un accident pour toi, Anaëlle, avec, des complications? Parce que du coup, peut-être que ça te bloque dans certaines pratiques ou toi, Inès, tu peux avoir mal à certains moments. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez dit tout de suite ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez pas dit et peut-être c'est arrivé après parce que, là, j'ai mal, bon, je suis obligée de le dire, à quel moment? Moi, j'ai jamais été très bonne en communication. C'est drôle. On va pas se mentir. OK. Oui, j'ai un podcast. T'as un podcast, t'es pas bonne C'est en parce que communication. j'essaye de m'améliorer avec le C'est temps. bien. Et puis c'est pas la même chose un podcast que des conversations intimes. C'est vrai. Même si toi, t'en as fait un sujet commun, mais On essaye. non, ouais, j'ai jamais été très bonne en communication, donc soit comme je le disais tout à l'heure, soit j'en faisais des tonnes, genre j'essayais d'en faire un truc un peu impressionnant, soit finalement en fait pendant très longtemps j'en parlais plus du tout à personne, même pas. Enfin quand je suis allée vivre en Angleterre après mes études et en fait à ce moment-là je m'étais fait le pari à moi-même d'en parler à personne jusqu'à ce que ça se voit. C'était un pari un peu con-con. Surtout quand j'ai vu les répercussions que ça a eu derrière, mais je crois que j'avais besoin de ça en fait. À un moment, j'avais besoin de me construire autrement en dehors de ce qui m'était arrivé. Et
Et du coup, j'avais fait un peu ce pari-là. Et ouais, parler de ces douleurs, c'est compliqué parce que comme le disait Inès, c'est vrai que ça lasse très vite les gens. Et je dis ça compte pour les amants comme pour enfin la famille, les amis. Ça lasse très très vite les gens. Et en fait, les gens, quand tu l'as dit une fois, ils disent oui, bon, ok. Mais si tu le répètes, tu seras oui, bon, ça va, on a compris. Enfin, et donc il y a un peu ce truc-là où on essaye en fait de pas trop. Enfin, au bout d'un moment, moi j'ai arrêté de trop en dire. Enfin, pendant longtemps, j'en ai même pas trop dit du tout. Parce que ouais, j'ai pas envie d'être là-dedans, quoi. J'ai pas envie de lasser les gens, d'être d'être la râleuse, parce que quand on parle de nos douleurs, on s'est souvent considéré comme ah mais tu râles encore. Et et du coup, même ouais, au niveau des relations. Et puis moi, je suis hétérosexuelle, donc malheureusement, je suis attirée vers les hommes. Mais de la manière dans laquelle on est construit socialement, bah malheureusement, les hommes, ils apprennent pas à prendre soin des gens. Et en fait, on pourra peut-être y revenir, mais c'est un peu compliqué, quoi. C'est un peu compliqué d'avoir vraiment des exigences physiques un peu restreintes et face à des personnes qui savent pas quoi en faire, en fait, pour la plupart d'entre eux. On va mettre voilà un peu de nuance, mais pas tout le monde dans le même panier et pas tout le monde au même niveau. C'est-à-dire qu'il y en a quand même qui sont empathiques. C'est pas forcément, enfin voilà, mais ça complexifie d'autant plus les choses. Et tu avais une autre partie dans ta question où je me suis dit j'ai pas répondu. Non, Ah si, bah si, et après si, là où je voulais rebondir, c'est qu'après moi, l'avantage que j'ai, entre guillemets, c'est que les trois quarts de mes douleurs, donc les pieds et le dos, les douleurs neuropathiques, ne sont pas influencées lors d'un rapport sexuel. Ok. C'est-à-dire que ça, ils viennent pas normalement empêcher quoi que ce soit ou embêter à quoi que ce soit. La seule douleur, le seul problème que j'ai qui vient être impacté par les rapports sexuels, c'est l'endométriose. Ok. Et même ça, j'ai du mal à en parler, quoi. Ouais. J'ai eu du mal à en parler, en tout cas. Il y a eu de longues périodes où en fait, au bout d'un moment, t'as pas le choix d'en parler parce qu'en fait, le rapport a déclenché une douleur qui fait que t'es plié en deux sur le lit. Mais en fait, même là, enfin, et puis c'est pas dans ces moments-là que les mots ils sortent correctement. Parce que t'es en douleur, t'es plié en deux, t'es dégoûté parce que t'espérais passer un bon moment et puis finalement, bah non. T'es gêné parce que tu penses décevoir la personne à côté. Donc en fait, l'un dans l'autre, ouais, non, c'est compliqué. Mm. Je comprends. Moi, je pense que il y a un truc où ce que tu as dit là, le fait que bah en fait tu t'as pas envie d'en parler en fait, parce que au bout d'un moment quand on parle, les gens ils se lassent vraiment très très vite. Ouais, ça c'est vrai que c'est vraiment ça moi ça m'a détruit je pense ma confiance en moi. Clairement ce genre de cas de figure parce que en fait au final ça te coupe toute envie et du coup la personne en face elle le ressent, qu'il y a plus d'envie, qu'il y a plus rien et en fait bah, moi j'ai peiné à avoir des relations qui tenaient et je sais qu'il y a la plupart des relations que j'ai eues, bah, quand sexuellement ça pêchait, bah, au bout d'un moment il y a plus trop autre chose aussi autour quoi. Parce que bah, c'est dans un âge où voilà, et les gens n'arrivent pas forcément à se projeter etc. Et après je peux comprendre, t'as peut-être pas envie de vivre avec quelqu'un qui est malade et t'as pas envie de te projeter avec quelqu'un qui est malade et qui aura des phases de bien et ça se passera bien à tous les niveaux, même sexuellement parlant, et des phases de moins bien où bah, pendant peut-être des périodes, il y aura peut-être un peu moins de sexe, mais est-ce qu'on peut pas trouver d'autres alternatives? Moi, je sais que bah, les douleurs, elles peuvent intervenir pendant les rapports, mais de façon hyper... Enfin, c'est quand même assez rare. Par contre, c'est vrai que vu que les douleurs, elles sont souvent là, bah, j'ai du mal à me mettre dans le rapport parce que bah, c'est douloureux et du coup, même si au final, une fois que le rapport est passé, c'est bien parce que l'orgasme fait en sorte de libérer je pense pas de l'endorphine ou de la dopamine, ouais, de l'endorphine, bah, du coup, ça permet de relâcher la pression par rapport à ça. Et des fois, ben ouais,
c'est pas de se dire de se forcer parce que c'est pas du tout ça et c'est pas ce que je veux dire, mais moi, dans mon cas, je le dis comme ça, c'est peut-être forcer un peu le truc et dire, bah tiens, justement, une fois que ça sera passé, ça t'enlèvera un peu les douleurs que t'as. Mais c'est vrai que bah, enfin, mentalement, ça demande un peu des efforts, quoi. Et c'est encore une fois, c'est pas l'envie qui manque, c'est vraiment le corps qui dit, ben là, j'en serais pas capable. Mais comme si demain, je dois faire un footing, peut-être qu'au début, je vais me lever et je vais dire, ouah, je me sens pas capable de le faire. Puis après, je vais mettre mes baskets, je vais y aller. Puis quand je vais rentrer, bah, je serai contente. C'est pareil. C'est vraiment pareil. C'est la même chose. Sauf que j'ai pas encore eu d'orgasme en allant courir, malheureusement. C'est vrai, mais ça libère un peu des endorphines, tu vois. Quand je rentre, quand je rentre, il y a la fierté. Ouais. De dire, ah, Non, mais ça fait bien. j'ai réussi. Bah, c'est vrai que le jour où on peut avoir des orgasmes en courant, bah, je pense que toute la terre entière se mettrait à sourire. C'est clair. Je sais que beaucoup de gens font des marathons aujourd'hui. Ouais, pas prêt. Ouais. Du coup, Anaëlle, tu le disais, t'es hétéro, donc t'es attirée par les hommes. Est-ce que t'as eu des mauvaises expériences justement avec des hommes, des relations sexuelles qui ont mal tourné justement parce que ces hommes ont pas bien pris le fait que d'un coup, bah, tu dois arrêter le rapport ou que tu commences à avoir une relation un peu charnelle et puis finalement, tu dis ce que t'as parce que tu te sens confiance et le mec, il a une réaction nulle. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ouais, bah, j'ai déjà eu je pense comme toute femme qui relationne avec des hommes, des moments, enfin, ou qui relationne tout court, parce que je pense qu'on peut trouver ça partout. Mais ouais, enfin, il y a eu des moments pas cool, pas ouf. Après, vraiment en lien direct avec ce que je vis. Rien de trop violent, heureusement pour moi, hein, mais bon, c'est vrai que ça se joue dans les petites choses et nous, comme on le vit au quotidien et parfois au cumul, bah, c'est sûr que si j'arrête tout à cause d'une crise d'endométriose au milieu d'un rapport sexuel, bien sentir qu'elle est saoulée de cet arrêt soudain. Ce que je comprends, hein, moi aussi je suis saoulée que ça s'arrête tout d'un coup, hein. Ouais. Mais en fait, ça par exemple, c'est une micro-violence, quoi, parce qu'en fait, moi je suis déjà en train d'en chier puissance 1000 là. Je sais que ça va mettre plusieurs dizaines de minutes, voire limite 1 heure à commencer à s'apaiser et encore. Euh, et en fait, enfin, de me prendre en plus de plein fouet la frustration de la personne en face, ça peut être compliqué. Après, non, après les autres anecdotes qui me viennent en tête, c'était pas, enfin, c'est jamais directement en lien avec mon état de santé, en fait. C'est en lien avec d'autres choses et d'autres difficultés, mais c'est vrai que après, encore une fois, comme je le disais, comme je suis pas une très bonne communicante, du moins, j'y ai beaucoup travaillé là, donc je pense, j'espère être mieux. mais pendant de longues années, c'était pas le cas. Ce qui fait que quand bien même, en fait, ça n'aidait pas, en fait, à ce que ça se passe bien non plus, hein. Parce que, puis déjà, pour pouvoir communiquer avec la personne, il faut déjà comprendre ce qui nous arrive à nous. Et par exemple, l'endométriose, moi, elle a été diagnostiquée relativement rapidement dans mon cas, mais j'ai quand même passé plusieurs, peut-être 1 an ou 2 avant qu'elle soit diagnostiquée, à avoir quand même ces symptômes-là, à avoir ces douleurs au rapport sexuel sans savoir que c'était une endométriose. Et en me disant, en trouvant des excuses, en me disant, bon, c'est normal, c'est peut-être que j'ai juste un col de l'utérus un peu fragile, un peu sensible, ce qui est le cas, mais qui est du coup à cause de l'endo qui complexifie encore plus les douleurs. Et en fait, bah, va dire à un mec, enfin, tu vois, tu t'arrêtes en plein milieu et en fait, tu sais pas lui expliquer pourquoi, parce que toi-même, tu sais pas pourquoi, tu peux juste lui dire, bah, j'ai mal. Et limite, tu te prends mais du coup, on peut reprendre pendant 10 minutes? Et t'es là, bah non, là, là, on y est pour une bonne heure. Donc, et de toute façon, là, jusqu'à demain matin, là, on ne touche plus à rien, quoi. C'est finito, quoi. Et, euh, et c'est compliqué, en fait, parce que déjà, toi, tu sais pas ce qui t'arrive. Ouais, ouais, c'est ça. C'est le fait de pas savoir, je pense, qui est dur. Parce que toi, tu sais pas
pourquoi t'as mal, pourquoi tu... En fait, tu sais pas. Parce que moi, pour le coup, mes premiers rapports, je savais ce que j'avais. Je savais que j'avais la spondylarthrite. Mais je me disais, mais je comprends pas pourquoi là j'ai moins envie ou pourquoi. Tu vois, c'est autre chose. Moi, c'est plus psychologique que physique. T'arrivais pas à faire le lien entre... Bah non, tu vois, j'arrivais pas à faire le lien parce que je me disais, bah ok, j'ai mal au dos, mais je me disais pas parce que j'ai mal au dos, du coup j'ai des baisses de libido et que des moments j'ai pas envie ou enfin, tu vois, j'avais pas ça. Enfin, je savais pas faire le lien. Et c'est que très récemment que j'ai réussi à faire le lien entre en fait, ton corps, il est quand même épuisé tout le temps. Il a des douleurs quasiment quotidiennes. Donc forcément, ça te crée de la fatigue. Donc forcément, enfin, ton corps, il va pas avoir l'énergie de faire ce genre de choses et de vouloir ce genre de choses. Mais du coup, quand tu sais pas et que tu fais pas le lien tout de suite, c'est dur. Et même pour la personne en face, parce que, enfin, moi, j'ai eu des mais je te plais plus. Alors que ça n'a rien à voir, c'est pas ça, tu vois. Et du coup, toi, tu te dis, mais attends, mais non, attends, mais si, mais tu me plais. Mais en fait, là, tu pars dans des explications, mais qui n'ont ni queue ni tête, parce que même toi, tu comprends pas pourquoi tu donnes ces explications. Et tu vois, il y a le physique et il y a le mental aussi, quoi, qui est dur. Ça impacte à tout niveau, quoi. Du coup, vous avez toutes les deux des douleurs physiques et mentales, Anaëlle aussi. Est-ce que ça vous impacte dans vos relations, pour établir des relations? Parce que du coup, à un certain moment de votre vie, vous avez dû arrêter de faire du sport, d'aller au travail, d'aller à l'école ou je ne sais quoi. Donc ça impacte certainement vos relations avec les autres, vos amis, votre famille, vos collègues. Est-ce que c'est difficile de créer des relations avec du coup, tous ces douleurs et cette fatigue et du coup, c'est cette vie qui est plus difficile parce que parfois tu prends des médicaments, parfois tu dois dormir plus, parfois tu peux pas marcher, ou tu es obligé de rester allongé? Ah ouais, c'est super difficile. S La première raison pour laquelle c'est très difficile, c'est que déjà moi, dès le début, ça empêche une certaine vie sociale. Parce que je peux pas aller au concert, comme tous les copains, je peux pas aller en boîte de nuit comme tous les copains, ou en boîte de nuit, je vais pas me comporter comme les autres parce que moi je vais rester assise sur une chaise en fait et je vais danser assise. Ça c'est mon plus grand talent, heu, sans fausse modestie. Mais malheureusement les gens ne comprennent pas que quelqu'un danse assis et donc le nombre de mecs qui viennent me tirer le bras en mode: «Non mais viens danser» et en fait moi je suis là: «Mais non, non, je reste assise» et après tu te fais insulter parce que tu as pas voulu les suivre. Je repense à ça parce que j'ai entendu quelqu'un donner cette anecdote il y a pas longtemps. Je me suis dit: «Mais oui, mais j'ai vécu ça, mais un nombre de fois incalculable» et ça m'a fait et c'est la première fois que j'entendais quelqu'un, parler de ça. Du coup, ça m'a rappelé, plein de souvenirs. Super. Mais oui, donc du coup, déjà, rien que la sociabilité, elle se fait pas pareil, mais du coup, tous les lieux et les opportunités de rencontre, d'un potentiel amoureux, d'un potentiel amant, déjà, elles sont plus compliquées. Et une fois que, enfin, en plus, moi, c'est terrible, mais les applis de rencontre, c'est catastrophique avec moi, je n'y arrive pas. Donc en fait, c'est très très frustrant parce que à la fois, il me faut beaucoup d'énergie et puis il faut que je trouve des lieux où aller, où je vais être à l'aise et tout, pour pouvoir rencontrer des gens. Mais c'est difficile et en même temps, les autres solutions qui pourraient exister, je me conviennent pas. Donc déjà, ça complexifie les opportunités, les rencontres. Et puis, moi, après, voilà, le force est de constater que là, moi, j'ai 32 ans, j'ai passé plus de 2 ans avant, voilà, plus d'années de ma vie d'adulte célibataire qu'en couple, clairement. Et, euh, et moi, c'est OK. Je sais très bien que pendant de longues années, c'était plus par manque, enfin, parce que je me connais, c'est peut-être pas suffisamment moi-même et que justement, j'avais du mal à me positionner face à quelqu'un d'autre par manque de connaissance de moi. Maintenant, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, ça va beaucoup mieux. Mais du coup, j'ai aussi beaucoup travaillé sur mon handicap et sur mes douleurs. Et j'ai vraiment trouvé mon rythme, en fait. J'ai trouvé mon confort, mon rythme. J'ai trouvé comment faire fonctionner mon quotidien, ma vie professionnelle, etc., pour que ça fonctionne. Et du coup, je me rends compte que le problème suivant, c'est de se dire, en fait, c'est compliqué de faire rentrer quelqu'un là-dedans. Parce que là, c'est un rouage qui est vachement bien huilé, qui fonctionne
alors jamais parfaitement, hein, ça reste très imprévisible, les douleurs chroniques, mais justement, c'est un mécanisme là tel que j'ai construit ma vie qui me permet en fait d'avoir ces moments de vulnérabilité, d'avoir ces moments imprévus, tous ces imprévus. Moi, j'arrive à les gérer moi toute seule dans mon quotidien. Sauf qu'en fait, de faire rentrer quelqu'un là-dedans, et surtout quelqu'un qui est pas un minimum conscient ou je sais pas, je saurais pas comment le dire, mais un minimum, en fait, qui aurait pas déjà un petit peu de connaissance de ce que ça peut être de vivre avec des difficultés au quotidien, quelles qu'elles soient, hein, parce que ça peut prendre plein de formes différentes. C'est compliqué parce qu'en fait, les personnes qui savent pas ce que c'est de galérer au quotidien, elles peuvent avoir plus de mal à comprendre pourquoi j'ai mis toutes ces choses en place et pourquoi ouais, je risque d'annuler du jour au lendemain parce que en fait non, je me sens pas d'aller au resto ce soir ou parce que non, en fait je suis trop fatiguée, j'ai besoin de me reposer ou enfin voilà, pour des milliards de raisons différentes et donc pour toutes ces raisons-là, c'est compliqué, ouais, de faire rentrer quelqu'un dans ma vie et et en même temps, je me dis que, tu vois, là, actuellement, je suis une célibataire très épanouie, ça me va très bien, il y a pas de problème. Et donc, le jour où je fais rentrer quelqu'un, c'est que c'est pour du qualitatif, c'est que c'est pour quelque chose de chouette, quoi. C'est pas pour combler un Ça sera du vide. bonus. Ce sera du bonus, ouais, exactement. C'est exactement comme ça qu'il faut le voir et qu'il faut l'espérer en tout cas. Si c'est pas du bonus, enfin, pour vous, dans vos situations avec vos douleurs chroniques, mais pour n'importe qui nous écoute, qui a des douleurs ou pas, si la personne que tu as au quotidien avec toi, c'est pas du bonus et ça t'apporte pas du plus, ça a aucun intérêt, quoi. C'est sûr que si tu te dis que, en fait, ça te demande plus d'énergie, Mm. que ça te demande, enfin, et ça aussi d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que l'énergie que ça demande de dater quelqu'un, Bien surtout sûr. les premières phases où souvent on se rend compte qu'à l'extérieur, donc il faut faire l'effort, faut sortir de chez toi, faut se déplacer, il faut être dans des lieux parfois qui peuvent être très inconfortables. Moi, je sais que je fais très attention aux assises, par exemple, et si je me retrouve dans un bar où c'est que des tabourets, je vais pas y rester 3 heures, quoi. Et enfin, c'est des choses comme ça. Et l'énergie, elle est précieuse quand on vit avec des douleurs chroniques parce que le peu qu'on a et on a envie de l'utiliser à bon escient. Et donc, il y a ça aussi, on n'a pas envie de. Enfin, moi, là, je sais que ces derniers temps, je commençais à me dire, ah, allez, je vais peut-être réessayer de toquer un peu aux portes, d'essayer qu'il se passe quelque chose. Sauf qu'en fait, rien que la perspective de me retrouver 2 heures assise devant un inconnu, devant un verre, en fait, ça me coûte plus actuellement en termes d'énergie que j'ai l'impression que ça va m'apporter. Après, je suis pas à l'abri d'une chouette découverte, hein, mais pour le moment, le calcul, là, tel que je le vois, il est pas bon. Et du coup, c'est parce que là, l'énergie que j'ai en ce moment, je l'utilise à autre chose. Et en fait, je peux pas me démultiplier. Je peux pas la démultiplier. Je peux pas la mettre partout. Ouais. Mais tu vois, je pense que t'es arrivé à un stade, en tout cas quand je t'écoute, où tu vois, t'arrives toi toute seule à avoir un rouage, comme tu dis, un peu bien huilé. Et c'est vrai que pendant moi, un long moment, j'ai enchaîné les relations sans trop m'écouter, sans trop comprendre ce qui m'arrivait. Et en fait, au final, j'enchaînais des relations qui se ressemblaient beaucoup à ce niveau-là. Mais parce qu'en fait, aujourd'hui, je me rends compte que je me connaissais pas assez, que je connaissais pas mes limites et que, bah oui, au début de la relation, c'est trop cool, je vais sortir, je vais faire des trucs, je vais accepter des week-ends, je vais. Mais en fait, au fur et à mesure, moi, ça me convenait plus. Et en fait, très vite, au bout de 2, 3 mois, c'est compliqué de suivre le rythme. J'annule tout, mais genre même dans ma vie sociale avec mes amis, genre hors mon couple. Du coup, t'as envie de passer du temps, le peu de temps que t'as envie de le passer avec ton couple, parce que avec la personne avec qui t'es, parce que tu te dis, sinon ça va se terminer. Enfin, en fait, tu fais des calculs à longueur de journée. Aujourd'hui, moi, ça va beaucoup mieux par rapport à ça, parce que je pense avoir trouvé un truc où déjà je me comprends, pas sur tous les sujets, mais je fais en sorte que maintenant ça soit sur tous les sujets. Je comprends, je connais mes limites,
quand j'ai envie de dire non, je dis non. Heu et heu et ça, c'est ultra important, je pense, de savoir dire, «En fait, non, là, c'est pas OK. Ce week-end, je vais pas venir. Heu, enfin, je vais pas, accepter de faire ça ou au pire, je vais partir, mais moins longtemps». Enfin, voilà, je vais adapter tout ça et je me suis dit: «Bah, je m'en fous, en fait, de ce que pensent les gens, de j'annule un truc, bon, bah, voilà, ils le prennent mal, bah, tant pis». Et hem et c'est vrai que le fait des relations, ouais, moi, ça a été compliqué pendant un moment parce que mais c'était assez jeune aussi et je pense que les personnes qui étaient avec moi, elles le comprenaient pas vraiment. Elles me faisaient croire qu'elles comprenaient, mais elles comprenaient pas vraiment ce que j'avais et heu et je pense que ça a été compliqué pendant un bon moment. Et tu vois, par rapport à nous, notre relation, j'ai pas souvenir de t'avoir, au début prévenu de ça. Non, non, non. Tu m'avais pas dit, je sais pas quand est-ce qu'on en a parlé pour la première fois, mais en tout cas, quand on s'est parlé, quand on s'est rencontrés, on n'en a pas parlé. Enfin, pas tout de suite. Ouais, je sais pas dans quel laps de temps, tu l'as su, mais j'ai pas souvenir d'avoir une conversation vraiment où on se pose et on se dit: «Bon voilà, alors Inès, faut que je te dise». Ouais. J'ai pas, l'impression d'avoir eu ça. Peut-être que c'est arrivé au fur et à mesure, je sais pas, mais en tout cas, je pense que du coup, c'est la première fois en tout cas que le sujet ne venait pas aussi vite. Moi, tu vois, je préférais le dire au moins, bon, bah, c'est bon, c'est dit, puis c'est su et puis les gens ils me casseront pas les pieds avec ça et en fait, je pense que, bah, avec l'expérience, pardon, c'était pas forcément la bonne chose. Oui, Après parce pour qu'en fait, moi, hein. tu t'en débarrassais et tu remettais peut-être un peu tout Mmh, sur l'autre, et du coup, ouais. c'était peut-être pas la bonne façon de Ouais, faire. peut-être. Ouais. C'est intéressant parce que moi, j'ai fait le chemin inverse, notamment, Oui. notamment sur les applis de rencontres parce que je déteste ça, mais ça m'empêche pas, de temps en temps d'y retourner. Et en fait, au départ, j'en parlais, mais vraiment pas du tout. Il y avait aucun signe, aucun moyen de savoir. Et au contraire, j'en parlais le moins possible. Et justement, j'attendais, enfin, je me disais juste, bon, bah voilà, le mec, une fois qu'il me verra nu, il verra les cicatrices. S'il est curieux, il posera des questions. Mais sinon, voilà. Et alors que là, il n'y a pas si longtemps, du coup, je retente les applications pour mon plus grand plaisir. Et en fait, bon, il se trouve que maintenant, j'en ai fait une partie de mon activité professionnelle. Donc, en fait, le sujet vient assez facilement dans les conversations parce que quand on me demande ce que je fais dans la vie, bah, je dis toujours que une de mes casquettes, c'est d'être patiente partenaire dans la douleur chronique. Et du coup, si la personne est un peu curieuse, c'est quoi patient partenaire? Bah, ça veut dire que tu vis le truc. Donc, j'ai des douleurs chroniques et en fait, que je l'utilise pour aider d'autres gens. Et en fait, ça me va plutôt bien, en fait, finalement, que ça émerge comme ça assez rapidement. Parce que finalement, enfin, je me rends compte que déjà, il y a pas mal de personnes qui, du coup, se livrent un peu plus rapidement et un peu plus facilement sur leurs propres problèmes de santé. Et ça, c'est le cas dans la vraie vie, mais tout le temps là maintenant en ce moment, je découvre des gens autour de moi, des gens avec qui on n'échange jamais trop dans la vie et tout d'un coup qui se livrent sur leurs problèmes de santé. Ça va être ma coiffeuse, ma banquière. Enfin, vraiment des conversations comme ça et ça m'est arrivé sur les apps. Par exemple, un gars qui du coup s'est livré sur son TDAH et je sais plus quel autre. Euh, il avait un autre truc associé, mais bref, du coup, quand je lui ai dit que moi, c'était mon rôle d'être patiente partenaire, tout de suite, je pense qu'il l'aurait pas dit forcément sinon. Et du coup, je me dis, bon, déjà, au moins, ça peut permettre à la fois d'aller un cran plus loin, de faire aussi peut-être le tri, de se dire, bah, en fait, les personnes à qui ça fait peur, c'est peut-être pas plus mal, du coup, comme ça, tout de suite, bon, elle me ghost, ça fait ça fait, enfin voilà, ça passe au suivant, et je sais pas. Après, je pense qu'en fonction des périodes de la vie aussi, Oui, ça oui, bien varie. sûr. Moi, tu vois, enfin, c'était il y a quand même quelques années et du coup, j'étais aussi avec des gens plus jeunes, pas même moi, j'étais dans mes premières vraies relations, entre guillemets, relations un peu sérieuses, les premières relations à Lyon où j'habite toute seule, enfin, tu vois, où j'ai un peu la liberté de faire ce que je veux quand je veux. Donc forcément, ça c'était différent de ce que j'avais vécu avant. Et puis du coup, je pense que là, dans la relation actuelle, je savais avant même de la rencontrer. En fait, ça aurait pu être Inès ou quelqu'un d'autre, c'est pas ça, mais je savais avant ce que je voulais et surtout ce que je ne voulais plus. Et je pense que ça m'a permis de faire le tri aussi, ça c'est. Et puis du coup,
bah, tu es la principale concernée, mais du coup, tu as vu une facette de moi, je pense, que peut-être personne n'a vue parce que du coup, je me suis acceptée et j'ai accepté de te montrer des choses que j'aurais peut-être pas acceptées aussi avant. Donc, heu, donc ouais. Et du coup, toi, Anaëlle, tu disais que bon, c'est ton endométriose qui te bloque au niveau sexuel. Hem, mais est-ce que tu as quand même trouvé, des positions ou des alternatives, des stratégies pour ne pas déclencher des crises d'endométriose à chaque fois que tu as un rapport? Ou est-ce que c'est totalement incontrôlable? Parce que je connais pas bien l'endométriose. Alors de mon côté, c'est un peu, ça peut être assez imprévisible, bien que parfois, en général, je sens que c'est quand même un peu, c'est pas nickel nickel. Je sens qu'il y a un peu des tensions ou quoi, et que après, ce qui joue beaucoup, ce qui a beaucoup joué dans ces dernières années, déjà, c'est que j'ai un stérilet hormonal qui fonctionne très très bien pour calmer les douleurs de l'endométriose de manière générale. Donc, ce qui fait que j'ai déjà beaucoup moins de douleurs au rapport. Ça peut encore m'arriver, mais quand même beaucoup moins souvent. Et c'est surtout que pendant 1 an, j'ai été accompagnée par une kiné qui a beaucoup aidé déjà à, bah, finalement, à délier un peu toute cette zone pelvienne qui était tendue d'années et d'années et d'années de douleurs. Et en fait, pendant 1 an, elle m'a massé le bas-ventre, en fait, pour essayer de détendre un peu tout ça. Et pareil, ça a pas mal aidé. Et après, bah, une fois de temps en temps, je sais pas, un jour où c'est un peu enflammé, un jour où c'est un peu tendu, je peux ne pas forcément le voir venir. Parfois, ça va être une position, et puis parfois, ça peut être bah, forcément à la pénétration, en fonction de la taille, et de la position. Bah, je sais que j'avais des partenaires avec qui c'était plus limité en termes de choix, parce que j'avais plus facilement mal avec eux, alors que d'autres où je me posais moins de questions parce que c'était moins douloureux pour moi de manière générale. Et donc en fait, c'est après. Parfois, j'aimerais bien que d'être dans le feu de l'action, ça suffise à faire oublier ou à empêcher. Malheureusement, quand on parle des douleurs d'endo, ouais, non, c'est tellement envahissant et puis c'est tellement directement lié à la zone qu'on est en train de stimuler que en fait, non, c'est compliqué. Et puis en plus, comme je le disais, en fait, les douleurs au rapport, une fois qu'elle est enclenchée, elle peut mettre. J'ai l'impression qu'elle résonne pendant des minutes et des minutes, et qu'en fait, pour la calmer, c'est extrêmement long. Et, euh, et j'ai pas forcément de solution une fois qu'elle est là, à part tout arrêter et attendre que ça passe. J'ai pas grand-chose. Par contre, pendant le rapport, bah, si je sens que ça commence à faire un peu mal, le mieux, c'est d'essayer de changer de position, d'essayer de trouver d'autres. Et dans ces cas-là, tu as réussi à te sentir à l'aise de dire: «Bah, écoute, là, je suis un peu inconfortable, est-ce que ça te dérange qu'on change de position?» Il y a quelques années, non. Bah, justement, la Anaëlle, pas très bonne communicatrice, elle avait beaucoup de mal à donner ses limites, en fait, et à dire ce dont elle avait besoin. Maintenant, par contre, ouais, je le fais sans problème. Ça, c'est clair. Je dis, bah là, ça me gêne. Est-ce qu'on peut essayer comme ça, ou enfin, je sais pas, j'essaye d'être force de proposition aussi, hein, de pas juste dire non, mais là, ça va pas, Oui. mais de proposer autre chose en parallèle. Et puis ça peut être source de créativité, hein, parce que du coup, quand on est empêché de faire certaines choses, ben, du coup, on cherche d'autres moyens d'y arriver. Donc, j'essaye de le prendre plutôt comme ça aujourd'hui, quoi. C'est de se dire, bon, bah, c'est pas que je suis empêchée de faire ci ou ça, mais au contraire, ça me force à. Et ça nous force, moi et la personne avec qui je suis en train de le faire, de se dire, bah ok, bah comment on peut faire? Est-ce que si on met un coussin là, est-ce que c'est mieux? Est-ce que si on change complètement, enfin voilà, et d'essayer des choses différentes. Et est-ce que parfois tu as appréhendé, avant même le rapport, de te dire, est-ce que je vais avoir mal? Est-ce que il y a des choses où des fois ça t'a bloqué? Ce qui pouvait me faire un peu peur, c'est les amants, en fait, où j'avais déjà eu plusieurs fois mal avec eux.
Là, je pouvais avoir des réticences parfois, dans le sens où je me dis, je sais pas, est-ce que je vais réussir à juste kiffer cette fois-ci et pas me poser de questions. Mais sinon, non, sinon, ça m'a jamais bloqué pour avoir un rapport sexuel. Pas du tout. Parce qu'heureusement, c'est pas à chaque fois. J'ai cette chance-là que ce soit pas à tous les coups. C'est un peu la loterie. Je sais pas, c'est une fois tous les. Je saurais même pas mettre un chiffre, mais c'est clairement pas à chaque fois. Et donc heureusement, ça me permet quand même de pas associer ma vie sexuelle à quelque chose de douloureux systématiquement. Ok. Toi, Inès, est-ce que tu as trouvé des stratégies, des petits rituels pour ne pas avoir mal ou être plus confortable pendant tes rapports sexuels? Bah oui, après, je pense que j'adapte, mais un peu comme toi, tu vois, de dire, bah attends, on va changer de position, ou effectivement mettre un coussin comme ci, comme ça, pour adapter. Mais en fait, bah, c'est la communication, hein. Franchement, je pense que pendant des années, bah pareil, je m'arrêtais. Et en fait, c'est pas que je voulais pas apporter de solution, mais c'est que je savais pas comment apporter la solution et comment continuer le rapport sans avoir mal. Et en fait, je pense que quand tu apprends à communiquer, même dans le rapport, et en fait encore plus dans le rapport, c'est comme ça que tu arrives à prendre plus de plaisir et à avoir des relations sexuelles épanouies, forcément. Très bien, très bien. Qu'est-ce que justement vous pourriez donner comme conseil à des personnes qui vivent avec des douleurs chroniques, donc de toutes sortes, pour avoir des rapports sexuels épanouis et des relations intimes épanouies? C'est une grosse question. Parce que je suis pas sûre qu'il y ait. Il n'y a pas de bonne réponse, hein. Non, 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 clairement pas, parce que je pense pas qu'il y ait un conseil qui puisse fonctionner pour tout le monde. Donc je pense que le seul conseil qui peut fonctionner pour tout le monde, c'est ce que tu disais, c'est de s'écouter et de communiquer un maximum. Ouais. Et en plus, je veux dire, même moi, j'ai l'impression de ne pas avoir trouvé toutes les clés encore de comment réussir tout ça. C'est déjà beaucoup mieux qu'il y a 5 ou 10 ans, mais il y a encore plein de choses à améliorer. Mais ouais, c'est de s'écouter. Et puis, voilà, moi, je parle avec mes douleurs. Inès, elle parle avec les siennes. Moi, j'ai vu dans mon podcast qu'en fonction voilà, des douleurs de chacun, il y en a qui sont vraiment directement impactés dans leur vie sexuelle. D'autres ou pas du tout. Moi, j'avoue que toutes les fois où en fait j'ai des rapports qui sont pas embêtés par les douleurs, bah, c'est sûr que c'est super parce qu'en fait ce corps qui est douloureux, qui est lourd, qui est difficile à porter au quotidien, pendant une fraction de seconde, il n'est que plaisir. C'est incroyable. Donc tu réussis quand même parfois Ah ouais. à vraiment oublier tes douleurs et Ah mais au contraire. être pleinement dans ton rapport intime. Ah mais complètement. Et je crois que c'est jusqu'à présent la seule activité physique qui peut me permettre ça. Parce que sinon, tout le reste, j'ai toujours un moment ou un autre où je vais être rappelée à mes douleurs et à mes empêchements. Okay. Et en fait, un rapport sexuel qui se passe bien et dans lequel j'arrive à avoir du plaisir, c'est vraiment, mon corps devient autre, quoi. C'est, tout d'un coup, c'est une libération. Ouais. Ça dure un temps court, malheureusement, même. Mais c'est hyper précieux, quoi. C'est hyper précieux et ça fait du bien parce que ça aide à renouer aussi un peu avec ce corps, à lui refaire un peu confiance et à se dire ah ok, t'es pas que là pour m'embêter. Ouais. Tu peux aussi être source de plaisir. Ok, bon bah je t'aime bien quand même. Mais du coup, moi j'ai cette chance-là. Je sais après que c'est pas le cas de toutes les personnes qui vivent avec des douleurs chroniques. Il y en a qui, quels que soient les rapports, mais du coup c'est vraiment la communication parce que encore une fois, vivre avec des douleurs chroniques, ça demande d'être un peu créatif et de réussir à comprendre ce qui peut nous faire du bien. Mais du coup, peut-être qu'au-delà d'un rapport sexuel, surtout en plus comme on l'imagine assez basique, l'intimité, elle peut aussi être jouée autrement. Elle peut aussi être créée autrement.
Idéalement, c'est de prendre le temps d'explorer, en fait, avec quelqu'un avec qui on est en confiance pour aller chercher justement ces zones où ça fait pas mal, ces zones où voilà, ça peut apporter un peu de douceur, quoi. Et c'est pas facile et ça demande bah, d'avoir l'énergie de le faire, d'en avoir envie, enfin voilà, tout ce qu'on a dit déjà depuis le début de cette conversation, quoi. Mais il y a des choses qui sont possibles. Ouais, moi, si j'ai un conseil, c'est vraiment, bah oui, effectivement, de s'écouter et de communiquer. Mais au-delà de ça, c'est de prendre le temps, en fait. Enfin, il y a pas de bonne année ou de bon âge pour avoir un rapport correct. Alors, correct sans douleur, je veux dire. Ça arrive quand ça arrive et en fait, il faut savoir dealer avec ses douleurs et avec sa vie. En fait, malheureusement, on peut pas le contrôler et si on trouve un bon moyen de se soulager en plus de prendre du plaisir, bah, c'est génial. Mais je pense que au-delà de ça, en fait, la personne qu'on a en face de nous, si elle comprend pas, bah c'est triste hein, à dire, mais c'est que c'est peut-être pas la bonne. Enfin, je veux dire, si elle arrive pas à comprendre, si elle arrive pas à être patiente sur certains sujets, ben voilà, faut nexter. Après, je pense qu'il faut aussi faut avoir un peu de courage et prendre le truc un peu à bras le corps et se dire bon bah voilà, là je vais aussi me poser et réfléchir moi ce qui me ferait plaisir dans certaines situations. Est-ce qu'il y a des positions que j'ai jamais faites et que j'aimerais tester, etc. Faut, je pense, avoir un peu le courage de voilà, sortir un peu de sa zone de confort. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Mais je pense, ouais, s'écouter, communiquer, prendre le temps de connaître son corps, même aussi personnellement. Là, on parle beaucoup de rapport avec quelqu'un, mais en fait, le rapport avec soi, c'est déjà aussi hyper important d'explorer son corps, de se toucher avec ou sans euh, objet. C'est hyper important aussi, je pense, parce que C'est ce que j'allais rajouter. En t'entendant parler, j'étais en train de me dire, mais c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle de prendre du plaisir et de relationner avec quelqu'un d'autre. Mais en fait, l'exploration, elle peut déjà être tout à fait personnelle. Parce que nous-mêmes, de toute façon, on n'ira pas chercher dans nos zones de douleur. On va pas. Enfin, c'est assez naturel de juste aller là où on est confortable avec soi-même. Et du coup, rien que d'explorer ça, c'est déjà top. Et ça peut permettre d'ailleurs, une fois qu'il y a quelqu'un en face, de pouvoir mieux communiquer avec la ouais, personne. le guider. Mm. Le guider dans ce qui nous plaît, dans ce qui nous fait le moins mal ou carrément pas mal, franchement. Et je pense que c'est important. Moi, j'ai eu un rendez-vous là avec un professionnel de santé qui me disait, en fait, il faut pas oublier que bah, un orgasme, ça fait du bien et ça vous fera du bien à vos douleurs. Donc voilà, que ce soit un orgasme bah, quand on est tout seul, autant avec quelqu'un, hein, c'est pareil. Mais c'est vrai que bah, de le voir comme ça, tu te dis, ah bah oui, c'est une sorte un peu de micro-médicament le temps de... Mais en vrai, ça soulage quand même, hein. Enfin, voilà. Donc ouais, non, je pense, ouais, s'écouter, communiquer et prendre le temps. Il y a pas de bon délai, il n'y a pas de bonne deadline, en vrai, ça n'existe pas. La communication va encore être au cœur de cette saison. Donc, C'est vrai que c'est un sujet qui était ultra redondant dans la première saison, mais en fait, Mais en c'est même la temps, clé de est-ce tout, que hein. c'est la clé de beaucoup de choses? mais oui, et surtout quand il y a des sujets d'autant plus sensibles et intimes, Oui. sans communication, je vois pas comment ça peut bien se passer. Ouais, mais si je peux passer un dernier petit message, moi je pense que j'ai vécu un peu plein de phases dans mes relations sexuelles que j'ai pu avoir. Et en fait, c'est bien d'en parler avec la personne avec qui on est, mais c'est vrai que d'en parler avec des gens extérieurs, que ce soit des potes, que ce soit des professionnels de santé, etc., ça permet aussi d'avoir un peu un recul et un peu une vision un peu plus élargie de tout ça, parce qu'en fait, on se rend compte que, ah ben, ah oui, mais moi aussi, en fait, j'ai mal quand c'est comme ça. Ok, bah, tu fais comment? Et en fait, c'est tout bête, mais je pense le fait de parler autour de soi. Alors, il y en a qui sont plus ou moins à l'aise, mais je veux dire, des fois, ça, voilà, je pense qu'on a un âge où on parle facilement de sexualité. C'est vrai que ça peut être aussi une chose. Merci à toutes les deux d'avoir accepté de témoigner. Avant de se quitter, de se dire au revoir, Anaëlle, tu as un podcast
donc qui s'appelle Banzai Podcast. Et tu accueilles des personnes très différentes qui sont atteintes de douleurs chroniques. Est-ce que tu veux simplement dire un petit mot par rapport à ton podcast? Ouais, bah voilà, c'est un projet qui a bientôt 1 an maintenant. Et enfin, je pense qu'il aura eu 1 an à la diffusion de cette interview et de cette conversation. Et donc, ouais, c'est un super projet où en fait, dans chaque épisode, on entend le témoignage d'une personne qui vit avec des douleurs chroniques. Alors, c'est le point commun, mais finalement, toutes les histoires sont très différentes les unes des autres. Les types de douleurs aussi, mais finalement, on se rend compte que quand on vit avec des douleurs chroniques, on se reconnaît toujours un peu dans le témoignage des uns et des autres. Et puis même si on ne connaît pas la douleur chronique, en fait, d'écouter ces témoignages, ça peut vraiment aider à voir le monde qui nous entoure un petit peu plus différemment, parce qu'il faut pas oublier que l'air de rien, il y a 80% des handicaps sont des handicaps invisibles. Et que voilà, si les histoires que je donne à entendre, elles peuvent permettre à plus de gens de prendre un peu de recul avant de juger des gens qui croisent dans les transports en commun, dans la rue, etc. Et ce serait top. Donc voilà, c'est un projet qui m'anime et que je veux continuer à développer le plus possible. Tant mieux. Tu as bien raison. On soutient à fond ce projet. Merci beaucoup les filles. Merci d'avoir écouté Entre cuisses et cerveau. Si cet épisode t'a fait réfléchir, vibrer ou juste sourire, partage-le à un ou une amie. Tu peux aussi laisser 5 étoiles pour soutenir le podcast. On se retrouve dans 2 semaines et d'ici là, laisse ton corps parler à ton cerveau et ton cerveau à ton corps.